Mais pourquoi? Parce qu'il est très bien possible que la même ignorance qui a donné lieu à ces exploitations intenses, violentes, misogynes dans les plantations, que cette même ignorance continue et qu'on nous produise des solutions face à ces problèmes écologiques qui maintiennent l'ignorance des autres cosmogonies ou des autres façons de faire. Et que du coup, les cosmogonies ne deviennent que des termes dans une forme d'exotisme, quoi. Regardez, et ça, c'est quelque chose qui est frappant. On va célébrer les manières de faire des aborigènes, de certaines communautés guaranis, de certains peuples kikuyu au Kenya ou ailleurs, sans se rendre compte de quelle façon, non seulement leurs conditions politiques, mais de quelle façon les conditions dans lesquelles ces personnes, en plus dans... On a un petit problème de connexion, non ? Je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Peut-être on peut passer la parole à Firouz Mandji. Donc on a un petit problème technique. D'accord, excusez-nous, alors on va interrompre le programme 3 minutes et nous serons de retour. L'objet auquel j'ai pensé et que j'ai apporté, au moins pensé, c'est donc une reproduction d'un artiste chinois. En fait, j'ai ramené cet objet-ci, qui n'est pas réellement un objet, puisqu'en fait, c'est un morceau de bois qui provient d'un arbre qui s'était abattu à la campagne en Normandie. Dans la tradition chinoise de représentation de paysages, qu'on appelle le shan shui. Puis quand on regarde de près, on se rend compte que c'est absolument pas ça. Puisque d'une part, le shan shui c'est peint, là ce sont des photographies, c'est un montage de photographies, et en fait ce qu'on prenait pour des montagnes, des rochers, des arbres, de la végétation, ben, en fait c'est des maisons, enfin c'est des constructions, et
généralement, en plus, des constructions qui ne sont pas achevées. Alors, on ne sait pas si on les a laissées en ruine ou si elles ne sont pas terminées. Et puis, quand on regarde de plus près encore, bien loin qu'il y ait une harmonie, un ordre de ces constructions, en fait, c'est tout à fait chaotique. Il n'y a pas d'ordre qui se dégage. Il y a plutôt c'est entre l'amoncellement de ruines, mais plutôt le chantier non terminé, des chantiers successifs non terminés. Alors, je trouve que c'est une très bonne image de l'Anthropocène, ou du moins de l'idée qu'on a que l'Anthropocène, c'est la fin de la nature, et qu'à la place de la nature, il y a que des œuvres humaines. C'est pas du tout une vision optimiste, puisque pour deux raisons. D'une part, ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire l'absence d'ordre, le caractère non terminé, le fait aussi qu'il n'y a pas d'humains, que ce n'est pas habité, que ce sont des cités, donc on ne pense qu'à des hommes, mais c'est des cités dont les hommes disparaissent. Donc l'idée qu'on a en voyant ça, c'est que si on perd la nature, on perd l'humanité aussi, hein, que donc on n'est pas venu à bout de la nature, de quelque chose qui nous gênerait, mais que finalement l'Anthropocène, c'est ce processus qui fait ou qui ferait qu'en artificialisation de la nature, nous perdons ce dont nous avons besoin pour vivre. Ça donne l'idée de ce qui nous fait peur dans l'Anthropocène plutôt que de la réalité de l'Anthropocène. À la fois ça nous fait peur, et en même temps, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'il y a, puisque si on se rend compte que c'est faux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour empêcher ça soit de plus en plus ça l'horizon du monde dans lequel nous vivons. Donc c'est pas une image exacte de la réalité, c'est une façon de réfléchir à la réalité. Excusez-nous pour cette interruption. Je pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. Ce sont les joies de la toile, parce que je le rappelle, pour ce qui me concerne, je suis à Lyon, Nimo Bassey est au Nigeria, Christine Chivalon à Bordeaux, Firouz Manji au Canada bientôt, et Malcolm Ferdinand, vous êtes en France, Paris. Je pense, en ce moment. Où ça ? À Paris. À Paris, voilà. Donc, excusez-nous, je vous laisse reprendre. Il n'y a pas de problème, je vais juste conclure par rapport à la... Vous m'entendez bien ? Très bien. Par rapport à la petite boutade, qui n'est pas une boutade sur l'usage du mot anthropocène, les problèmes écologiques en général, mais en particulier liés à la plantation et à l'extractivisme, ne sont pas que des problèmes techniques. Cela s'accompagne aussi d'un ensemble de production de savoir qui a légitimé ces pratiques, qui a rendu possible l'insouciance vis-à-vis des populations qui souffrent sous les plantations et sous l'extractivisme, et que du coup, on ne peut pas résoudre ces problèmes si, en même temps, on ne pallie pas cette insouciance, si on ne restaure pas les dignités des personnes et des espaces qui sont massacrés, sacrifiés pour la production et la consommation de quelques-uns. Et je pense que le terme anthropocène participe de cette insouciance, participe de ce masque. Et, enfin, mais c'est une position parmi d'autres. Et je pense qu'il est nécessaire, si ce n'est de le changer, au moins de le mettre en discussion en présence d'autres termes. Voilà. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est l'objet de ça, de mettre en discussion de toute façon à peu près l'ensemble des sujets, y compris celui d'interroger bien sûr ce terme anthropocène, qui est aussi d'une manière d'entrer en matière finalement sur ces sujets, et qui a peut-être permis justement qu'émergent d'autres notions et d'autres vocabulaires. Tout à l'heure, Christine Chivalon a parlé de plantationocène, d'autres parlent de capitalocène. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une manière ouverte d'entrer. Merci beaucoup,
Malcolm Ferdinand. Notre dernière invitée, donc Firoz Monji, bonjour. Vous enseignez au Canada et avez donc une longue expérience d'activiste dans le développement international, la santé, les droits de l'homme et l'organisation politique. Et donc, comme je le disais, vous êtes extrêmement actif dans le domaine de l'édition sur toute une série de médias, notamment la maison d'édition Dharanja Press. Firoz Monji, bonjour, vous avez la parole. Thank you everyone. Bien, merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci. J'aimerais remercier tout spécialement Nimo de m'avoir invité et de m'avoir convaincu à participer. Merci également Christine. Je pense que l'on a soulevé un nombre de questions auxquelles j'aimerais répondre. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faille abandonner ce terme d'anthropocène, puisque j'aimerais parler de la capitalocène plutôt. Pour moi, la plantation et l'extractivisme sont liés et je pense que c'est absolument fondamental puisque depuis l'émergence du capitalisme, eh bien, ces deux caractéristiques sont fondamentales dans l'émergence, dans la naissance et la continuité de l'impérialisme en tant que colon et néocolon. Sur la caractéristique fondamentale, j'aimerais parler du libéralisme et je parlerai aussi de néolibéralisme un peu plus tard. Je pense qu'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est que le fait que les Lumières viennent, disons, sont intrinsèquement liées au libéralisme. Et je pense que le point important, c'est que l'émergence du libéralisme et de la démocratie, si l'on se rappelle de la démocratie aux États-Unis, qui a été fondée sur la base d'un club très sélectif d'hommes blancs, et qui s'est levé contre les luttes du reste de l'humanité, c'est la création d'une zone sacrée qui a été engendrée et le reste de l'humanité était plongé dans une zone sacrifiée. Et de façon fondamentale ici, on définit les gens comme n'étant pas humains, voire même inférieurs à l'être humain. Et c'est fondamentalement violent. C'est une composante. La violence est une composante intrinsèque du capitalisme. Ce que l'on peut voir, c'est le génocide des populations d'Amérique, des Amériques et de la Caraïbe en sont un exemple. On parle ici d'exploitation et cette exploitation finalement engendre une baisse de productivité qui menait à l'esclavage. Et ici, on se retrouve avec un extractivisme d'êtres humains, il faut être clair. La connexion est assez hachée. Donc on peut voir l'émergence de plantations massives et l'arrivée d'Africains
aux États-Unis et en Amérique a contribué à la mise en place de ce système grâce au système de commerce triangulaire. En 1851, il y avait 29 villes qui contribuaient au commerce triangulaire. Is a plantation economy. It is fundamental. It's agricultural extraction. So the plantation economy. C'est fondamental, c'est l'extraction agricole. Et donc, l'économie de Saint-Domingue était la plus grande source de richesse pour la France. Et vous avez là-bas une population qui vient de ce que l'on appelle aujourd'hui le Congo et l'Angola, et qui ont mené la première révolution d'esclaves qui a abouti, donc qui a défait les Espagnols, les Britanniques et les Français. Et par la suite, il y a eu une domination et un appauvrissement d'Haïti. Très rapidement, pour avancer, la crise économique des années 1870 a débouché sur l'impérialisme. À cette époque, simplement 10% de l'Afrique, et en 1900, 90% étaient colonisés. Et vous voyez cette expansion de l'extractivisme qui se traduisait par des rivalités impériales, l'émergence et l'arrivée de la Première Guerre mondiale et le massacre de millions de personnes. Et beaucoup de ces personnes étaient africaines. Il y a également, cela a donné également lieu à la révolution soviétique, et tout le processus de colonisation a été encore un génocide et la condamnation de multitudes à vivre dans une situation d'infra-homme. Et l'élément fondamental était de générer de la richesse, l'extraction de la richesse des zones sacrifiées. J'ai une petite vidéo, je ne sais pas si Cédric va pouvoir montrer cette vidéo. J'avais envoyé une vidéo très courte, mais bon, ce n'est pas fondamental. On peut continuer. Le tiers-monde n'est pas pauvre. On ne va pas dans un pays pauvre pour faire de l'argent. Il y a très peu de pays pauvres sur cette planète. La plupart des pays sont riches. Les Philippines sont riches. Le Brésil est riche. Le Mexique est riche. Le Chili est riche. Ce ne sont que les personnes qui sont pauvres. Mais il y a des milliards qu'on peut faire là-bas avec l'extraction. Il y a eu des milliards depuis des centaines d'années. Les Européens, les Nord-Américains ont pris le pouvoir, ont pris le bois, ont pris le cacao, ont pris le rhum, ont pris le cuivre, ont pris le fer, ont pris le caoutchouc, la bauxite, en faisant travailler pour rien les populations locales. Et ces pays ne sont pas sous-développés, elles sont surexploitées. Et je pense que c'est exactement le problème. Le problème est là. C'est-à-dire l'objectif et l'application du racisme, c'est dans le but d'extraire des richesses et de condamner une partie de l'humanité. Alors, la suite, dans l'émergence du capitalisme,
C'était la Deuxième Guerre mondiale, encore une fois. Et là, le reflet de la rivalité impérialiste qui a donné lieu aux mouvements anticoloniaux. Et je pense qu'on a tendance à oublier que c'est une période au cours de laquelle on a vu des révolutions qui ont abouti en Chine, la défaite des Français et des Américains au Vietnam, la révolution cubaine, etc., etc. Et ce que l'on a vu au cours de cette époque, c'est l'apparition de mouvements indépendantistes. Mais cette indépendance était plutôt une remise en question sur le partage des richesses et non pas sur la fin de la plantation et de l'extractivisme et la fin des régimes despotiques en Europe, aux États-Unis, au Japon. Nous avons toute une série de leaders qui se sont battus pour les réparations, pour la fin du colonialisme et qui ont été assassinés. Et au cours de cette même période, on a vu l'émergence en Europe et aux États-Unis avec le New Deal, la mise en place de démocratie sociale et l'organisation de syndicats qui remettaient en question justement la richesse qu'accumulaient les multinationales. Mais ensuite, on a vu la crise économique qui est arrivée en 1970. Et c'était exactement 100 ans après la crise des années 1870 dont j'ai parlé. Et c'était donc le début en 1970 de cette crise qui a été marquée par la dévaluation des monnaies internationales et surtout le fait que le dollar a été dissocié de la référence or. Et c'était l'introduction d'une nouvelle forme de libéralisme, ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui n'est ni plus ni moins que la continuité du racisme, de la création et de l'exacerbation d'une zone sacrifiée dans laquelle se trouve une grande partie de l'humanité et les luttes démocratiques sur la planète ont été petit à petit stoppées par le néolibéralisme. Nous avons vu une croissance des zones sacrifiées et une réduction du niveau de profit du secteur de la production et un niveau de centralisation, concentration et financialisation du capital. Une explosion des multinationales qui contrôlent de plus en plus tous les aspects de notre vie. Et nous voyons une exploitation de plus en plus accrue du travail dans les zones sacrifiées. L'exploitation de la main-d'œuvre est une forme d'extractivisme. C'est l'extraction de la valeur ajoutée que la main-d'œuvre produit. Et il y a de grandes étendues de plantations, la révolution verte en Afrique, encourageant l'agriculture industrielle. Et l'agriculture industrielle n'est ni plus ni moins qu'un euphémisme pour parler de plantation. Pour moi, il faudrait parler d'amputation et non pas d'extraction, parce que l'on enlève de manière
permanente des ressources naturelles. Et pour moi, la plantation, l'agriculture industrielle fait la même chose parce qu'elle ne peut pas survivre sans l'adjonction de pesticides, d'engrais chimiques, parce que les terres ont été tuées par ce type d'agriculture. Et tout ce processus de plantation et d'extractivisme à grande échelle, l'agriculture industrielle, la destruction des forêts, nous a menés dans une situation où il y a un démantèlement profond des cycles de forêts. Les chauves-souris ne savent plus où aller, nous se poser, et doivent aller ailleurs pour se nourrir. Et en même temps, il y a ces plantations monocultures et ces élevages d'animaux sans aucune diversité. Et ce sont les conditions, la forme actuelle du capitalisme, le néolibéralisme qui crée les conditions idoines, non seulement pour l'émergence de la Covid-19, mais également du SARS, d'Ebola. On parle du fait que nous n'avons aucun moyen actuellement pour arrêter le SARS. 3, 4, 5, tout ce que l'on peut imaginer. Et l'émergence de ces virus zoonotiques et de manière concurrente. Cette agriculture industrielle et la destruction des forêts accélèrent la situation du chaos climatique. C'est-à-dire que nous avons des destructions environnementales violentes qui se produisent comme jamais nous ne l'avons eu, à une vitesse jamais atteinte. Alors, mon propos ici, c'est qu'il faut vraiment sérieusement repenser à la situation depuis les 200 dernières années. J'espère que c'est une parenthèse de l'histoire. C'est une petite partie de l'histoire. Si l'on veut se référer à l'émergence de l'humanité, c'est une minute si on décide que l'humanité est apparue il y a 24 heures. Et regardez les impacts sur l'environnement physique, sur l'humanité, en une minute, sur les 24 heures d'existence de l'humanité. Absolument incomparable à quoi que ce soit qui aurait pu arriver auparavant. Il faut montrer du doigt, il faut nous organiser. Il faut lutter contre l'exploitation des multinationales, contre le néolibéralisme. Parce que nous aussi, nous appartenons à cette zone de sacrifiés. En 1791, les esclaves se sont rebellés et ont pu être victorieux. Donc, je pense que nous-mêmes, nous sommes en mesure de nous organiser et de surgir du fond de notre cœur pour pouvoir lutter. Firoz Montjim, merci beaucoup. Votre intervention était tout à fait importante, comme celle de vos prédécesseurs. Alors justement, maintenant, vous avez tous dessiné une histoire des rapports entre la plantation et l'extractivisme. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire que aujourd'hui, l'extractivisme est en pleine expansion, ça ne s'est pas arrêté. Au contraire, l'appétit ne s'est pas éteint. Notre appétit est insatiable. Notre appétit de consommer est insatiable. L'esclavage
a à peu près disparu, parce que malheureusement, il n'a pas totalement disparu, mais en tout cas, il est remplacé par des travailleurs pauvres, voire très très pauvres, dans plein d'endroits sur la planète. Quel horizon, je me tourne vers tous les quatre, quel horizon voyez-vous, non pas dans une sortie victorieuse et immédiate à l'échelle de nos propres vies, mais en tout cas à l'échelle peut-être de celle de nos petits-enfants? Quels signes voyez-vous émerger qui pourraient, à partir d'une conscientisation suffisamment vaste, permettre d'espérer des changements suffisamment profonds pour ne pas totalement remettre en cause l'habilité de cette planète? Cette question s'adresse à tous les quatre, hein. Je vous laisse tout à fait librement y répondre. Si je puis me permettre, Valérie, je voulais juste te dire, je ne suis pas sûre qu'il y a un extractivisme à l'envers, j'ai envie de dire aujourd'hui. Là, je m'inspire plutôt d'Achille Bimbé, dont les arguments me semblent convaincants. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que avec ces nouvelles techniques qui se sont puissamment développée, il y a une population qui devient résiduelle. C'est terrible ce terme, c'est terrible. Et dont tout aujourd'hui est fait pour ne plus gérer l'inutilité, je dirais, et c'est le drame, c'est un des drames. Et quant aux signes, moi je n'en vois aucun. Je suis peut-être un peu pessimiste, beaucoup même, sauf celle qui consisterait à ce que les puissants, ça ne peut venir que des puissants, les puissants finissent par être désintoxiqués de cette addiction à l'accumulation et à l'argent, qui est devenue d'une indécence incroyable au point qu'il faut aujourd'hui inventer une économie de l'hyperluxe pour dépenser ces sommes considérables qui sont accumulées. Donc je me dis c'est presque une clinique psychiatrique qu'il nous faudrait pour désintoxiquer, mais c'est une utopie presque, et puis une utopie curieuse en même temps, mais voilà, ce monde va mal en raison de cette addiction extraordinaire qui ne fait que augmenter de cette appétence pour l'accumulation et l'argent. Merci beaucoup, Christine Chivalon. Quelqu'un d'autre voudrait réagir? Nimo Basset, Malcolm Ferdinand, Firouz Manji. L'un d'entre vous, est-ce que tout le monde est en ligne? Donc, des fois, j'ai un peu peur. Whether we shouldn't be careful about talking about marginalized. Je pense qu'il faut peut-être faire attention au fait de parler de marginalisation. On parle aussi d'appauvrissement. En fait, justement, cet enrichissement des plus riches dépend de l'appauvrissement des plus pauvres. C'est un outil du capital. Deuxièmement, je pense que c'est un peu dangereux et c'est pour ça que j'ai été un peu précautionneux dans ma façon de conclure, c'est que on essaye de décrire cette situation désastreuse à laquelle nous faisons face apparemment, mais je pense qu'il faut garder en tête ce que Martin Luther King disait. J'ai fait un rêve, il ne disait pas j'ai fait un cauchemar. Donc il faut garder espoir, même si actuellement nous ne pouvons pas être optimistes sur l'issue des choses. Et je pense que c'est une dimension très importante à garder en tête. Merci Firouz. Peut-être Malcolm Ferdinand ou Nimo Basset?
Malcolm, ton micro doit être... Oui, on ne vous entend pas. Voilà. Yeah, Malcolm is speaking. OK. Là, vous entendez? Oui, oui. Oui, OK. Yes. Hope, espoir ou We hear pessimisme. you. On vous entend mal, comme vous pouvez y aller. Ce que je vois plutôt, c'est la nécessité de déranger, en fait. La nécessité d'agir, peu importe là où nous sommes. Et j'ai beaucoup... Enfin, voilà, l'exemple historique qu'a pris Firoz sur le soulèvement des esclavisés à Haïti, et enfin, Saint-Domingue Haïti, est extrêmement important. Mais ce qui est aussi important, c'est de voir toutes les alliances et les coalitions qui se sont créées, à la fois en Haïti et en dehors d'Haïti, ou à la fois dans les Amériques et ailleurs, pour œuvrer pour un monde meilleur. Et que le monde ne va pas changer simplement parce qu'on le souhaite, just by wishing it. Et que, encore, je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà, j'habite à Paris en ce moment, et je sais qu'il y a toute une violence qui nous est masquée, qui nous est cachée, et qui fait que peut-être on ne se rend pas compte de cette situation, et peut-être on n'est pas aussi enclin à agir, mais je pense que c'est la responsabilité que nous devons prendre ici et ailleurs. Donc c'est plutôt ça qui m'inspire, en fait, à agir. Merci. Nimo, peut-être? Et puis après, je passerai aux questions du public qui m'arrivent sur le compteur. Sure. Thank you. Actually, just to say how much I appreciate the presentations. J'aimerais vraiment remercier nos intervenants pour ces présentations. Et je vais rebondir sur deux choses. D'abord, sur celle que Malcolm vient de dire, c'est-à-dire d'avoir essayé de nous réveiller et de nous inciter à agir. Malcolm disait que l'importation de produits alimentaires est empreinte de violence lorsque ça vient du Ghana, du Congo, du Mexique ou du Nicaragua. Et donc pour ces bananes qui nous viennent de tous ces pays, on ne sait pas ce qui se passe dans ces plantations. Mais par exemple, à Benin City, où je suis actuellement, je sais d'où vient cette banane. Donc il y a ce rapport à la nourriture, à la culture, aux gens qui produisent, mais dans le système industriel, on désincarne les choses. Il n'y a plus de représentation, on ne sait pas d'où ça vient. Quelle est la partie cachée, quelle est la violence qui se cache derrière tout ça? Et c'est pour cela que moi j'essaie de conscientiser un petit peu toutes les situations dans lesquelles je me retrouve. Et lors de la résolution d'un conflit, on arrive à une zone de sacrifice. Ça, c'est ce qui a aussi été dit un petit peu auparavant. Les sacrifices causés, par exemple, par l'industrie minière, pour le sol, les rivières, l'air pollué par le pétrole. Et par exemple, en République démocratique du Congo, avec le charbon, l'or, les diamants, tout ce qui était extrait et les conflits qui en découlent. Et je pense qu'il faut arriver à surmonter ces forces qui contraignent les gens à vivre dans ces zones de sacrifice. Et je pense qu'on arrive maintenant à un moment où on a besoin d'une réaction. Et cela, on l'a vu juste avant la Covid-19, des gens dans le monde entier qui sortaient dans la rue, qui se révoltaient. Mais il n'y avait pas forcément d'uniformité, mais peut-être que si on arrive à un accord qui nous encourage à changer les choses et à changer le système, peut-être que ce serait positif. Et en tout cas, ce qui est entériné n'est jamais entériné à vie, donc il faut continuer à se battre de façon collective pour les choses. Nimo, merci. Je vais
passer à une première question et l'un d'entre vous se jettera à l'eau. Donc, comment faire ouvrir les yeux des consommateurs sur les biens produits dans la violence ? Existe-t-il des labels équitables prenant en compte la pénibilité, la violence dans la manière dont ils sont produits? Est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre à cette question, cette première question? Malcolm, vas-y. Thank you, Philippe. Je crois que il existe effectivement tout type de label de certification, mais ce n'est pas là l'espace de la seule action. La seule action ne peut pas être celle du consommateur. Je regarde, bon, est-ce que c'est le bon produit, j'achète. Il y a une action qui concerne, qui implique de s'intéresser à ce qui se passe là où est produit le produit, là où la plantation ou la mine. Et par exemple, j'ai parlé de ce cas de justice, enfin d'injustice par rapport à la chlordécone dans la banane. Combien de personnes en France hexagonale qui ont consommé 95% des bananes qui sont produites en Martinique se sont intéressées à ce procès? Combien de personnes ont pris la plume, ont écrit une tribune, ont interpellé leurs députés en disant « écoutez, il faut qu'on agisse ». Et là, c'est l'acte qui est à faire en dehors du seul fait de dire « bon, j'ai le bon ticket, le bon label, la bonne étiquette, et ça y est ». Donc c'est plutôt cet engagement vers le monde, vers l'instauration de quelque chose de commun qu'il y a avec celle et celui qui habite loin et là où je me trouve. Donc vous voulez dire que au-delà des consommateurs, ce sont les transmetteurs, en fait, les courroies de transmission que sont les scientifiques, les journalistes, etc., qui ne font pas nécessairement le travail pour informer les gens et les consommateurs en particulier, qui pourraient donc influer les choix qu'ils font. Alors, je ne sais pas, bon, tout à fait, mais je ne fais aucun appel à une action là. Non, mais sûr, j'avais compris. Imaginez une seule seconde qu'on dise qu'en France hexagonale, 95% de la population soit contaminée depuis 50 ans à une molécule cancérigène, et qu'après 48 ans, on dise bah, écoutez, il n'y a aucune raison de condamner qui que ce soit, entreprise ou personne. Que se passerait-il? Il y aurait des blocages dans les carrefours, il y aurait des boycotts, il y aurait un ensemble de choses. Donc il y a un ensemble d'actions citoyennes qui peuvent être faites pour attirer l'attention en disant écoutez, stop, nous voulons vivre dans un monde digne, dans un monde juste, et disant je ne veux pas manger quelque chose qui soit issu de la souffrance de l'autre. Et ça, c'est plus que l'acte d'acheter, c'est un acte citoyen de dire, d'énoncer des valeurs avec lesquelles on veut vivre. D'accord, donc d'une certaine manière, on pourrait dire que le Covid-19 est un immense succès puisqu'il a réussi à intéresser la planète entière, puisqu'il n'est pas resté simplement en Chine, il a traversé la planète en plus en une vitesse éclair, et donc tout le monde s'est intéressé au sujet en fait de cette manière-là. J'ai une autre question d'ailleurs pour vous qui revient à un échange que nous avons eu précédemment. Malcolm Ferdinand, pourquoi le terme... Peut-être, avant d'aller à cette question, est-ce que je pourrais répondre? Ce que dit Malcolm est très important. Ce n'est pas simplement l'empoisonnement des travailleurs agricoles, des agriculteurs, qui passent à travers les mailles du filet. C'est-à-dire qu'on s'empoisonne en mangeant. C'est-à-dire qu'il faut créer une condition en ce qui concerne tout ce qui nous est commun et construire un socle de solidarité. L'année dernière, cela avait été exprimé d'une très belle manière. La solidarité ressemble à l'amour dans la rue, par exemple. Il faut créer cette compréhension de la violence qui est perpétrée.
Et par exemple, sous l'Allemagne nazie, il y avait cette expression qui disait « S'ils viennent pour toi ce matin, ils viendront pour moi cet après-midi ». Ce qui veut dire que cela nous retombera dessus. C'est-à-dire que la Covid-19 est une attaque générale pour toutes et tous. Et si on ne reconstruit pas cette solidarité, eh bien, nous savons que les agriculteurs dans ces plantations créent les conditions, ou en tout cas sont forcés à créer ces conditions pour l'émergence de nouveaux virus qui vont tous nous toucher. Donc si nous créons ces conditions de solidarité et de compréhension de la violence commune à laquelle nous faisons face, eh bien ce n'est pas comme si le Nord n'avait pas de zone de sacrifice. Prenez Paris, par exemple. La périphérie urbaine de Paris est très violente. Et, par exemple, pour les migrants, ceux que l'on appelle les migrants. Et donc, c'est partout, tout cela. Merci beaucoup, Féroz Bandji. Quelqu'un d'autre veut réagir à cette première question? J'aimerais bien réagir à nouveau, Valérie. Oui. Moi, je suis bien évidemment entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais je continue de penser que ça ne sera pas suffisant. Et ce que j'espère, c'est un petit à la manière, alors je ne sais pas si je vais arriver à exprimer ça, à la manière dont Balibar, par exemple, nous dit que le racisme ne pourra disparaître. Ce n'est pas avec les mouvements antiracistes qu'il disparaîtra. C'est parce que ceux qui créent le complexe, le système raciste, le détruisent de l'intérieur d'eux-mêmes. Alors je pense, Malcolm, à la communauté béké que tu connais bien. Si la communauté béké et la racialisation des rapports sociaux aux Antilles existe encore, c'est parce qu'il est créé à l'intérieur de ce groupe-là un strict principe d'endogamie raciale. C'est la même chose au niveau de cet extractivisme. C'est à partir du moment où ceux qui sont à l'origine de cette pulsion extractiviste et de cette accumulation auront la conscience de ce qu'ils font, que d'après moi, nous pourrons espérer quelque chose. Donc moi, je continue à imaginer, et j'espère que ce sera possible, que ça se déroule, que ce processus-là soit au niveau des puissants, des décideurs, qu'il y ait une conscience des décideurs, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, nos solidarités de base qui nous aident à tenir le coup, mais elles sont plutôt de l'ordre de notre survie à nous, modestes, habitants modestes de la Terre, qui n'avons un pouvoir que très, très limité. C'est ce qui nous permet de survivre, de cette idéologie au sens noble du terme, qui est celle de la solidarité. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, Christine Chivallon. Nimo, vous voulez réagir également à cette question? No, please, let's go to the next question. Non, on peut passer à la question suivante. D'accord. Okay. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tout à fait. Donc, c'est une question qui est posée à Malcolm Ferdinand. Donc, pourquoi le terme anthropocène vous gêne et par quel terme pourrait-il être remplacé? Alors, bon, on a déjà un peu parlé dans la discussion, notamment Christine a fait un développement très intéressant là-dessus. Rapidement, le terme en tant que tel aplatit ceux qui ont les disparités, les inégalités, les injustices entre ceux qui ont créé ou engendré les conditions de destruction des écosystèmes de la planète et ceux qui en subissent les conséquences. Le terme anthropocène est celui qui raconte aussi une histoire, et c'est l'histoire de l'anthropos, l'homme. Et en faisant ça, on masque en fait tout ce qui se joue, à la fois le capitalisme, libéralisme, esclavagisme, maître-esclave, homme-femme, toutes les différentes nuances en fait qui sont au cœur de ce récit. Et du coup, je pense que par ailleurs, Anthropocène aussi a cette volonté d'avoir un terme pour désigner tout. Je ne veux pas être plus anthropocénique que l'anthropocène, plus universaliste que l'universaliste, mais je pense on peut, plutôt que
remplacer, trouver le bon mot, avoir une pluralité de termes qui soient toujours mis ensemble et qu'il n'y en ait pas un, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, qu'il y en ait un qui masque les autres. En tout cas, ou qui soit, on n'est pas à l'école du Capital-Hussein ou à l'école du Pantasian-Hussein, mais on est à l'école d'Anthropocène. Mais on pourrait avoir aussi d'autres termes qui rendent possible cette diversité, cette pluralité qui est masquée par l'Anthropocène. Voilà, je pense ça. Merci Malcolm. Une autre réaction sur cette question, parce que chacun d'entre vous, de toute façon, l'a exprimé, pas forcément aujourd'hui lors de cette table, mais dans des textes, dans des essais, dans des tribunes. Donc c'est quelque chose qui est évidemment ouvert et discuté. Donc est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette question de la terminologie de ce mot, effectivement, anthropocène, qui est peut-être une porte d'entrée, mais qui ne dit pas la totalité de la complexité, la totalité des interrelations, évidemment, si tant est qu'il puisse y avoir un terme. Oui, Nimo. Oui, alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, ce que Malcolm a dit. Firoz en a parlé également. Cela offre une sorte de parapluie sous lequel se retrouve toute l'humanité et cela ne fait pas la distinction entre les responsables et les autres. La crise climatique, c'est général, mais ça n'indique pas qui a causé le problème, qui est responsable de pratiquement 80% des émissions carbone. Voilà, donc nous avons des termes qui condamnent toute l'humanité, alors qu'une partie de l'humanité, ou toute l'humanité, peut être la solution. Donc il faut essayer de voir qui montrer du doigt. Merci, Nimo Basset. Peut-être une autre réaction, Firoz Mandji. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette question de termes. C'est plus qu'un problème sémantique, linguistique, c'est un problème politique. On s'organise pour créer un nouveau monde, on proteste pour créer un nouveau monde. Donc si on comprend l'aspect politique, on décrit également les fonctions économiques, cette capacité de faire de nous des gens moins qu'humains. Il y a des gens qui ont été considérés ou qui sont considérés comme moins qu'humains. Donc je crois qu'il faut être très clair en tout cas. Pour moi, quand j'essaye de faire la cartographie, l'histoire de l'évolution du capitalisme, mon objectif est de comprendre que même si certains de ces éléments ont existé avant la formation formelle du capitalisme, ces éléments sont exacerbés à une échelle sans précédent. Cela détruit le monde, cela détruit l'humanité dans cette petite minute sur les 24 heures d'existence de l'humanité, comme je vous ai donné comme exemple. Soyons clairs, qu'est-ce que l'on essaye de faire? Si le nouveau monde que nous souhaitons voir apparaître doit dire qui décide ce qui doit être produit, comment, à qui vont les bénéfices, où cela se fait, qui décide. Alors moi je dis, nous devons décider. Les personnes des zones sacrifiées doivent décider. Il faut être très clair avec ce nouveau monde, avec ce que l'on pourrait qualifier de politiciens, entre guillemets. Je vous remercie. Une autre réaction? Oui, bien sûr, allez-y. Je me disais, oui, c'est pertinent de se demander comment il faudrait appeler cette école si l'on sait que l'Anthropocène génère en lui-même, le terme génère en lui-même le silence, en fait, hein, le silence sur ce qui pourrait expliquer la marche de notre monde.
Mais puis je me dis, imaginons que cette école s'appelle l'école du capitalocène. Imaginons. Je me dis, ça fait partie des ruses qu'il nous faut savoir utiliser, des marges qu'il nous faut savoir utiliser avec l'ennemi. Et l'ennemi, continuons à appeler école de l'Anthropocène. Enfin, je ne suis pas partie prenante dans l'affaire, hein, mais pour mieux déjouer notre ennemi. Et je crois que là, je pense aux écrits d'Elsa Dorlin, là, se défendre. Se défendre, c'est savoir comment marche notre ennemi, comment il fonctionne. Et par moments, c'est proche du consentement, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas, et ce n'est pas se pervertir soi-même que de faire ça. C'est arriver à se faufiler et utiliser ces routes, ces interstices qui nous permettent de mieux combattre en définitive notre ennemi. Donc, peut-être que oui, si on change de nom, enfin si vous changez de nom, si on apporte dans le débat quelque chose d'absolument visible à notre ennemi, c'est la perte de la possibilité de combattre quelque part cet ennemi. Mais c'est une idée qui me vient comme ça, mais qui moi, de plus en plus, je vois que la limite, le fil entre la résistance et le consentement est quelque chose d'extrêmement... et on le voit dans les sociétés esclavagistes, hein, de savoir comment détourner la puissance de l'ennemi dans la question de survie. C'est quelque chose d'absolument difficile et même parfois de l'ordre du tragique, mais qui est pourtant quelque chose qui permet d'avancer. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire. Hein. Si, vous avez été clair et la discussion comme ça peut se poursuivre. Est-ce qu'on aurait une dernière réaction par rapport à cette question de comme le dit Firouz Mondji, au-delà du terme bien sûr, hein, au-delà de la linguistique, hein, essayer de à la fois être le plus clair possible tout en assumant de ne pas couvrir l'ensemble des champs et des complexes, et en même temps permettre d'être le véhicule du changement, hein, en tout cas d'une certaine conscience et donc de changement possible. Est-ce qu'on prend une dernière question ou pas? C'était la dernière question, mais vous pouvez tout à fait réagir. À ce moment-là, je veux bien dire quelque chose. Oui, allez-y. Alors, je pense qu'à un moment donné, regardez, on parle d'esclavage, on parle de colonisation. En 2020, le pays des droits de l'homme, la France, refuse de reconnaître la dignité des luttes antiracistes en France. On a un président qui a condamné ouvertement non seulement les mouvements antiracistes, mais aussi les universitaires qui travaillent sur le racisme. Et ces termes ce sont des personnes qui ont voulu exploiter un filon en voulant ethniciser la question sociale. Hein ? Et que ça peut donner qu'au séparatisme. Donc, on n'est pas dans un climat où il y a d'autres espaces où on peut avoir ces noms-là. À un moment donné, on prend position. Il y a un rapport de force qui s'établit et on doit prendre position. On est dans un moment où les universitaires qui veulent parler de ces questions sont attaqués, en plus d'une attaque systématique à l'université. Hier encore, il y avait des manifestations par rapport à l'éducation nationale. Donc, à un moment donné, arrêtons de, faire le serpent, enfin, c'est pas une attaque, mais à un moment donné, on peut dire, voilà, nous voulons travailler sur ce sujet-là, nous voulons aborder ces points-là, et on y va. On y va. Vous avez vu ce qui est arrivé à Michel Zecler, le producteur qui a été frappé au moment même où on voulait passer une loi sécurité globale. Vous avez vu que maintenant, on peut être fiché par la gendarmerie pour nos convictions philosophiques, pour des convictions philosophiques. Donc, dans tout ça, le racisme, pour moi, ne sera pas abattu parce que les puissants auront eu une forme d'introspection. Le mouvement antiraciste sera une partie prenante et intégrale de celui-là, et pas seulement par rapport aux résultats, mais par rapport à cet espace de dignité de soi-même qui permet aux personnes racisées. Et qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Et ça veut dire que pour l'ensemble des personnes, à un moment donné, il faut poser des bases.
Et je pense que nous sommes dans ce moment-là, 2020, 2021, nous sommes dans un moment où il y a des bases à poser, où on se pose quel sera le monde d'après. Eh ben, allons-y, proposons des termes, voyons comment ça se passe et on va y arriver. Et moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Malcolm. C'est ça, il faut savoir tenir les deux choses ensemble. Tu vois, par exemple, cette discussion est très intéressante. Tu sais, le mouvement de décolonisation. Le mouvement de décolonisation, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce mouvement-là serait pour les personnes, c'est un travail, ce serait un travail à faire, les personnes racisées, tu employais le terme, mais la décolonisation, pour moi, elle est essentielle à être posée. Et tu as donné un très très bon exemple dans cette absence de reconnaissance constamment qui se répète, etc. La décolonisation concerne éminemment le foyer de production de la colonisation et de la colonialité du pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre par rapport à ça? Et je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut pas s'en cacher. Moi, je suis absolument effarée de voir que dans l'espace académique français, dès qu'on tient un discours comme je le tiens, on passe pour des radicaux, on est presque... oui, c'est absolument... alors qu'au Royaume-Uni, bon, c'est autre chose, mais il y a d'autres formes de manipulation et de captation de la parole. Oui, il faut, mais il y a des possibilités pour moi d'affirmer ces discours dans des espaces qu'il nous faut protéger. C'est ce que je veux dire en gros. Ces espaces qui nous paraissent un peu troubles, comme tu dis, là, un peu de l'ordre du serpent, il faut quand même nous les protéger pour pouvoir de plus en plus affirmer et ne pas être discrédité, parce que c'est vrai qu'il y a une situation actuellement absolument dangereuse en France de vouloir nous rendre silencieux. Et qui est une parole absolument autoritaire. Quand on nous demande d'adhérer, que notre parole de scientifique, que notre savoir soit dans la norme du dogme républicain, je crois que là, on a atteint le summum de l'absence de liberté de constitution des connaissances. Bah écoutez, je vais être obligée d'arrêter. En tout cas, je vous remercie. Je vois que ce débat ne veut évidemment pas être épuisé et qu'il est absolument à la fois passionné et passionnant. Je vous remercie tous les quatre. Je donne rendez-vous aux auditeurs, aux téléspectateurs demain à 16h30 pour la 3e séquence de ce séminaire aux racines de l'exploitation des ressources. Et nous parlerons cette fois-ci de colonialisme vert. Je vous remercie tous les quatre. Au revoir, à bientôt. Au revoir.